Comment parler travail, CDD, CDI, intérim et les effets un peu néfastes et multiplication, permanence, de renouvellement de CDD, et voire intérim aussi, puisque ça se fait assez souvent, sans parler de la loi travail. Je vais vous parler des ordonnances Macron. Donc, il a été élu le 7 mai dernier et entre-temps, il y a eu, entre les élections présidentielles et les élections législatives, il s'est passé plusieurs semaines. Donc, le premier tour, c'était le 11 et le deuxième, c'était le 18 juin. Et on n'avait pas de connaissance de ces ordonnances qui voulaient sortir l'été, peut-être en septembre. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Certains candidats aux élections législatives ont demandé un peu plus de clarté, qu'ils avaient besoin de savoir ce qu'il y avait dans ces ordonnances. Donc il y a eu certaines réunions avec différents syndicats et différents membres de partis ou de mouvements politiques. Il y a eu différentes discussions sur la moralisation, etc. Et il y a des choses qui ont commencé à fuiter. Donc le Parisien a sorti un article avec un peu du contenu de la loi et le travail façon Emmanuel Macron et ses ordonnances. Après que le Parisien ait sorti son article, Le Monde a sorti justement un papier sur l'état d'urgence de façon à ce que ce soit inscrit dans le droit commun. Donc plus besoin de faire des demandes de prolongation, on l'inscrit. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a tous des avis différents sur l'état d'urgence et son efficacité, mais c'est pas le sujet. Donc tous ces événements arrivent juste avant le premier tour des élections législatives. Donc j'ai fait des petites recherches sur les ordonnances de Macron, donc je suis tombée sur quelques articles dont je vais remettre dans la vidéo, et qu'il y a quelques points qui m'ont un petit peu perturbée. C'était sur le fait que le fait qu'il y ait autant de droits pour les salariés, c'est ce qui crée la précarité et le chômage. Donc parce que nous avons trop de droits, c'est ce qui empêche la création de travail, d'activité et qui freine la croissance. C'est qu'il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y a un lien entre la baisse des protections du salarié et la création d'emplois. En moins de droits, faciliter le licenciement, ça va permettre de créer de l'emploi, bien sûr. Il faut savoir que depuis 2013, il y a au moins 4 réformes qui sont sorties justement pour, entre guillemets, donner moins de droits aux salariés. Donc il y a eu la loi El Khomri, il y a eu la loi Macron et la loi Rebsamen. Ce qui n'était pas prévu au programme dans ce que avait annoncé pendant sa campagne Emmanuel Macron, c'était d'intégrer la réforme de l'assurance chômage par ordonnance. Ça, on n'était pas trop au courant. Donc c'est encore une petite surprise qui fait que la pilule a un petit peu de mal à passer. Autre point sensible, c'était l'augmentation de la durée maximum de travail. Donc dans les premières versions, en fait, ils voulaient augmenter la durée maximum de travail. Donc ça va affecter par exemple les mineurs et les apprentis afin de leur faire travailler davantage. Donc en fait, ce qu'il fait, il renvoie à la négociation entre salariés et patrons. Donc vous savez, le point entre le patron et le salarié quand il y a beaucoup de chômage et éviter le patron en position de force pour pouvoir négocier nos droits face à un directeur. Donc ça affecte les heures supplémentaires, leur majoration quand ils sont payés. Ça affecte aussi les inégalités entre les différentes entreprises dans le même secteur. Ça va affecter en fait justement les durées de repos, les heures de battement. Ce qui va changer en fait, c'est le nombre d'heures qui va être majoré. Donc en modifiant la durée de travail de nuit, la majoration qui avant commençait à 21h va peut-être commencer qu'à minuit ou 1h du matin. Ce qui affecte directement le salaire du salarié.
qui risque aussi de changer, c'est le télétravail, qui est pour l'instant encadré par la loi. Donc, on risque d'avoir des personnes qui n'auront plus le matériel pris en charge, comme ça, et les conditions de travail et les raccordements nécessaires pour travailler dans des postes de télétravail décents. Ce ne sera plus généré de la même façon. Ce qui risque de changer également, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc, si on dit les heures supplémentaires, c'est à partir de 35 heures ou c'est à partir de 45 heures, ça change aussi notre salaire. Ce qui risque de changer aussi, c'est qu'ils auront la possibilité de descendre en dessous des 10% de majoration pour les heures supplémentaires. Donc, rien n'empêchera le gouvernement de légiférer pour avoir un travail le dimanche pour tout le monde. Alors que dans certaines entreprises, ils demandent aux salariés s'ils le souhaitent et ils sont limités le maximum 2 week-ends par mois pour travailler le dimanche, et sachant qu'il y a une majoration assez importante le dimanche. Et ce qui va changer aussi par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, c'est d'augmenter les cas de recours au CDD. Donc tout ce que j'ai dit avant, ça va être complètement modifié. Ils vont rajouter d'autres cas où on peut avoir recours au CDD. Donc s'ils veulent rajouter le nombre de renouvellements possibles, la durée des CDD à l'infini, je ne sais pas. Ce qui peut changer aussi, c'est toutes les primes qui sont données, les primes de précarité qui sont données aux CDD et aux intérimaires. Donc ça, c'est quelque chose qui va impacter forcément encore notre niveau de vie. Ensuite, ce qui va réellement impacter tout le monde, ce seront les conséquences de rupture de CDI qui vont augmenter. Donc il y aura encore plus de choix de licenciement, et on facilite encore le licenciement des salariés, avec des plafonds justement sur les montants maximum d'indemnité en cas de recours au prud'homme, par exemple. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas devoir donner plus de X montants. Limite, ils peuvent prévisionner les sous en disant bon, on va virer X personnes, ça va nous coûter tant, on prévoit tant, hop, on fait, il n'y a pas de problème. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'ils peuvent renvoyer tout à l'accord entreprise. Et on oublie un peu toutes les luttes qui ont été faites ces dernières années pour les droits. Les congés payés, on ne l'a pas eu comme ça. Bonjour, vous voulez des congés payés? Ah, vous voulez plusieurs semaines par mois, avoir un dimanche ou un jour de repos dans la semaine, voire 2? Allez, tenez, je vous donne tout sur un plateau. Servez-vous, c'est gratuit. Non, la lutte, elle s'est faite avec beaucoup de sacrifices. On peut pas juste tirer un trait sur nos droits comme ça. C'est pas possible. Il faut des échanges, des dialogues. On ne supprime pas des droits aussi facilement. Pour moi, c'est aberrant de savoir que on a des élus qui ont pour mission de dire ok, pour les ordonnances, vous m'avez élu pour travailler, je vous paye, on est payé 6 000 € par mois, mais on ne fait pas notre travail, on laisse l'exécutif le faire. Et ça, c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. Autre petit point que j'aimerais parler sur les ordonnances, c'est tout ce qui touche à la santé et à la sécurité. Ce qui va changer, c'est le droit d'alerte des représentants du personnel sur un danger imminent et grave sur un salarié. Donc ça peut être tout simplement les risques psychosociaux, les risques industriels et les violences sexuelles. Donc c'est en fait ce qui est un peu tordu là-dessus. Donc ça affecte les cadres, les ingés et les techniciens qui sont les premiers informés et impactés lorsqu'il y a un changement.
Donc c'est une façon aussi de fragiliser les potentiels lanceurs d'alerte. Donc en fait, c'est une façon de fragiliser enfin, le statut des lanceurs d'alerte à leur début. Ça va affecter l'information et la formation des salariés. Ça va affecter les questions relatives aux équipements de sécurité, l'organisation des locaux de travail, tout ce qui est vestiaire, fenêtres, comment c'est géré. C'est toutes les modalités de prévention en cas de risque chimique, biologique au sein de l'entreprise. Et aussi le document d'évaluation unique du personnel, ce qu'on voit souvent quand on fait des entretiens annuels. Donc, peut-être que selon le gouvernement, la santé des salariés, c'est négociable. Autre point, le salaire. Alors, le salaire, l'augmentation automatique, parce que le salaire a été réévolué en fonction du coût de la vie, forcément, ce sera plus d'actualité. Donc, ce qui va encore réduire le pouvoir d'achat des familles. Donc il y aura un coût, enfin, il y aura une baisse, donc il y aura une baisse générale des salaires. Donc les hausses de convention dans la branche obligent les entreprises à s'aligner en fait. Donc, n'ayant pas cette augmentation, les salaires ils stagnent, ils ne bougent pas. Ce qui est important, c'est les grilles de salaire. Donc, c'est l'État qui détermine en fonction des qualités de chacun, quelles sont les grilles de qualification, les COEF et les salaires qui correspondent. Donc, ça nous permet à nous de garantir un minimum de salaire. Donc, si vous avez, par exemple, 1 ou 2 ans d'expérience, vous avez par rapport à votre branche, vous atteignez un certain coefficient. Si vous avez au bout de 4-5 ans plus d'expérience, vous changez de coef, donc forcément la tranche de salaire elle va changer. Donc vous êtes automatiquement augmenté en fonction de vos années d'expérience. Et c'est ce qui nous protège, ce qui nous permet aussi de prendre en compte nos qualifications. Donc l'exonération de charges sociales sur les bas salaires tire le salaire vers le bas. Donc si on laisse cette mesure en place et qu'il n'y a pas de réévaluation du personnel par rapport à leur qualification et leur expérience, forcément, ils vont faire en sorte de maintenir le salaire le plus bas. Un personnel qualifié, à moindre coût, c'est ce que souhaite une grande partie des employeurs. Et je ne vous ai présenté que quelques mesures des ordonnances que projette Emmanuel Macron. Il y en a bien d'autres, telles que la retraite qui est affectée, mais malheureusement je dois essayer de faire au plus court. Donc déjà cette vidéo va être assez longue. Donc je vous remercie tous pour toutes les vues que j'ai pu avoir pendant ces premiers jours. Donc pour mes 2 vidéos, j'ai cumulé plus de 100 vues. Donc j'espère que vous allez continuer à mettre des pouces sur mes vidéos et que vous allez vous abonner également à ma page. Donc je vous remercie. La prochaine vidéo, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est un sujet où je suis particulièrement touchée, c'est l'esclavage. Étant partie au Sénégal au mois de mars, je suis partie sur l'île de Gorée où j'ai pu voir l'île des esclaves. Donc c'était une île de transition afin d'aller en Amérique où passaient de nombreux esclaves, où les esclaves étaient pesés. Et en fonction de leur poids, on pouvait leur attribuer des tâches et autres. Et on les nourrissait davantage pour qu'ils atteignent le poids idéal pour pouvoir faire la traversée. Donc j'en parlerai bien sûr dans ma prochaine vidéo. Et je vais vous parler aussi des restes avec. Donc c'est une pratique très courante
en Haïti qui permet aux enfants des familles pauvres de pouvoir avoir accès à l'école en étant confiés à des familles en échange de tâches ménagères. Donc ça, c'est la version bisounours, mais la réalité est souvent tout autre, mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie pour tout, les encouragements que j'ai pu avoir, et je vous dis à très vite. Bonsoir les gens.